Quelques jours plus tard, j'eus confirmation de cette soumission féminine par un de ces détours que la conversation dans les cafés m'apportait parfois. Comme je demandais à une jeune femme si le droit de vote avait porté quelque indépendance à son sexe, elle me répondit fièrement qu'à Savièse on votait comme l'homme avec qui l'on couchait. Cette relation intime entre l'alcôve et l'urne montrait la dépendance dans laquelle vivait la femme. À peine mariée, elle devait consacrer son temps au foyer, renoncer aux autres activités, prêter ses forces aux ambitions de son époux et de sa famille. J'en ai connu qui laissèrent leur santé à contrôler le café du mari, à soigner les enfants, à suivre l'homme dans les vignes, piocher le jardin, cultiver les roses, nettoyer la villa, porter les commissions, faire la cuisine et assurer le train des écuries. Ce rythme d'esclave n'était possible qu'avec le secours du pharmacien et parfois l'exil. Comme me l'avait avoué une patronne de Granois, quand je n'en peux plus, je descends à Genève me reposer chez ma sœur. Elle renversait ainsi l'échelle des valeurs que l'on avait assimilées sur la montagne. La ville devenait son havre de paix. Le retour à la nature, à la simplicité de l'existence et la tranquille bonté de l'altitude n'étaient qu'un leurre entretenu par la littérature et les observations superficielles du tourisme commercial. Rien ne m'a paru plus pénible que le sort de la femme dans son milieu montagnard. Il m'avait fallu attendre Savièse pour m'apercevoir enfin que la femme, en mon pays, traînait encore, malgré le modernisme qui l'entourait, le pesant fardeau de la servitude de ses ancêtres, sous une autre forme. Mais j'étais le seul à crier au scandale. La femme ici ne s'en plaignait guère. Elle avait pris l'habitude d'être futile socialement. L'homme, au contraire, débordait de partout.